Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Discours politique tout sauf républicain, ainsi est qualifiée la rhétorique enfourchée par Komi Kouché dans sa posture d'opposant radical. À suivre le décryptage de quelques analystes politiques. Le compte à rebours est lancé pour l'investiture présidentielle le 23 mai prochain. Dans notre série dédiée, nous vous proposons ce soir un sujet sur le sens et la portée d'un rituel républicain. Voyage au royaume des abeilles. Nous irons dans ce journal sur les traces du ministre de l'Énergie qui nous y emmène au détour d'une tournée des chantiers énergétiques. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout sauf républicain. Les attaques de Komi Kouché contre l'armée et contre l'élection présidentielle sont analysées comme celles d'un opposant sorti du cadre républicain. Au milieu des réactions politiques, nous avons fait décrypter par des analystes et spécialistes de la communication politique les récentes déclarations de l'ancien ministre d'État du président Boni Yayi. C'est clair que quand on rejoue les vidéos de M. Komi Kouché, c'est sorti, je crois, le 5 et le 6 avril, demandant aux Béninois d'envahir les rues. Évidemment, ce n'était pas un appel au pique-nique, ce n'était pas un appel pour une partie de danse, ce n'était pas un appel pour une partie de plaisir. La violence n'a pas sa place en démocratie. La manifestation se fait de façon pacifique. Komi aurait réussi sa sortie s'il avait d'abord condamné ses actes et demandé à la justice de faire son travail pour élucider les auteurs, les complices et les co-auteurs ou les instigateurs. Mais malheureusement, il a pris le raccourci, c'est-à-dire indiquer qu'il s'agit de milices au profit du gouvernement. Mais c'est une assertion qui apparaît comme une incantation. Traiter notre armée républicaine de milice, c'est un manque de respect. Et je crois qu'il gagnerait déjà à sortir un communiqué pour retirer ce mot. Notre armée n'est pas une milice. Notre armée est une armée républicaine qui protège les citoyens. Ce que M. Komi Kouché oublie, c'est que ce n'est pas parce que certains sont mécontents que d'autres doivent subir le mécontentement d'une minorité. Komi Kouché veut se racheter une certaine honorabilité et évidemment peut-être aussi se victimiser quand éventuellement il sera cité dans le cadre des enquêtes judiciaires. Il dira, je vous l'avais dit, je suis persécuté, on m'accuse à tort. Et ce qu'on peut reprocher à M. Komi Kouché, c'est de n'avoir pas quand même appelé au calme quand il y a eu débordement au cours de cette manifestation-là. Clairement, on est en face d'une irresponsabilité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on peut rester sourd ou aveugle devant des débordements. Les élections étaient une occasion pour tous ceux qui pensent que le principe démocratique était encore maintenu, simplement d'appeler le peuple de l'opposition qui n'est pas d'accord avec le système de gouvernance en place à manifester son mécontentement à travers les urnes. La culture de l'alternance est ce que nous devons prôner et non la violence. Pour un acteur politique de son rang, on aurait souhaité quand même qu'il prenne la hauteur d'abord par rapport à la République et qu'on dissocie le combat des hommes du combat, on va dire, républicain qui
est lié à tous les Béninois et qui doit pouvoir être orienté vers les bonnes causes. Il fait fausse route, c'est le moment pour lui de retrouver le chemin républicain et de reconnaître que, franchement, le Bénin est en train de faire des efforts au plan des réformes. Il nous faut ces réformes pour aller de l'avant. Et puis les déclarations acerbes de l'opposant Kwame Kouché contre l'armée et contre l'ordre républicain en cours continuent de susciter des réactions au sein de la classe politique. Nous allons vous faire suivre à présent la réaction de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui fait sa lecture de la rhétorique de l'opposant. Jules Léandre Kitty est le porte-parole de ce parti. Je pense que sa sortie a été une grosse erreur de communication politique. Et ça a même tué le minimum qu'on pouvait encore utiliser pour nourrir une certaine fierté vis-à-vis de lui. Par exemple, qu'il venait juste de soutenir, de décrocher sa thèse de doctorat en économie aux États-Unis. Ça n'est pas rien venant d'un compatriote. Il faut qu'il se rappelle qu'il est jeune. Il faut qu'il se rappelle que ce n'est pas en déstabilisant son pays, ce n'est pas en payant son pays en noir qu'il va être heureux. S'il n'avait pas besoin du Bénin, il n'allait pas se gêner, il allait rester aux États-Unis et être dans son Eldorado. C'est parce qu'il a compris que c'est son Bénin natal, c'est son Banté natal, c'est ça qui est utile pour lui, pour qu'il se fasse valoir. Et là où se trouve l'aberration dans les propos de M. Kwame Kouché concernant la justice, c'est que si la justice était en sa faveur, lui, en faveur de tous ceux qu'il appelle les exilés, en faveur de tout ce que lui, il défend, pour leurs intérêts fantaisistes à eux, c'est qu'il y aurait justice. Si il se met à la disposition de la justice, ce que ne fait pas M. Kwame Kouché, parce que lui, interpellé dans des affaires de mauvaise gestion, de détournement de fonds publics, il choisit de ne pas être sur le territoire. Si les gens qui sont interpellés, si on fait la procédure, ils ont des avocats, ils défendent bien, et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour les accuser, pour les condamner, on ne va pas les condamner. Et ils vont être relaxés purement et simplement. Le compte à rebours pour l'investiture présidentielle le 23 mai prochain est lancé. Dans notre série dédiée à l'événement, nous vous proposons ce soir le sens et la portée d'un rituel républicain. C'est avec Lénaï Kagwazao. Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Ainsi prêtait serment Patrice Talon le 6 avril 2016 à Porto Novo en qualité de président de la République. Un acte que le chef de l'État réélu va rééditer le 23 mai prochain, toujours dans la ville capitale. C'est une exigence constitutionnelle qui a pour socle l'article 53 de la loi fondamentale du Bénin. Le texte y siège à l'article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Il est également précisé dans cet article que le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Le président de la République prête serment devant Dieu, devant les mânes de nos ancêtres et devant le peuple béninois. La Cour constitutionnelle a fondamentalement dit et jugé que la formule sacramentelle du serment, non seulement que c'est sacré, mais c'est indivisible. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est d'abord une cérémonie officielle qui marque l'entrée en fonction de la personne qui a été élue et sur qui les électeurs ont porté leur choix. Il s'agit d'un acte d'engagement. Un engagement solennel qui implique des responsabilités. Là, nous avons la protection de la Constitution elle-même, hein, de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Ensuite, des obligations liées à l'exercice de la fonction par lui-même, à savoir
le fait de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation lui confie. Et l'obligation qu'il a de se laisser guider par la recherche de l'intérêt général. L'intérêt général est le respect des droits de la personne humaine, et de consacrer toute sa force à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Et enfin, on parlera du territoire, le fait de préserver l'intégrité du territoire national. Une question taraude souvent les esprits. Qu'adviendrait-il si le président de la République ne respectait pas le serment prêté? On dit en cas de parjure que nous subissons les rigueurs de la loi. Donc là, c'est l'engagement même de sa responsabilité. Au cas où il va manquer à l'une de ses obligations, il pourra être poursuivi pénalement, bien entendu. C'est la Haute Cour de justice qui est habilitée à juger le président de la République. Et on dit, lorsqu'il a manqué à son serment, il y a haute trahison. Loin d'être un exercice banal, la prestation du serment par le président de la République est donc un acte de haute portée juridique. Raison pour laquelle le candidat à la présidentielle, élu chef de l'État et investi dans ses fonctions, a l'obligation de se conduire en bon, fidèle et loyal serviteur du peuple. Et toujours à propos de ce rendez-vous républicain, comme on n'a pas l'habitude de le voir, à l'investiture du président Patrice Talon, on verra dans les rangs des personnalités institutionnelles de premier plan une femme, la vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé. Comment les femmes béninoises apprécient-elles cette personnalité? Comment apprécient-elles ce tournant dans la promotion de la femme béninoise? Le sujet a intéressé Génial Afouda Mossi Aboka. Suivons son sujet. Une très grande ère pour la gente féminine et je crois qu'elle est là pour nous donner la preuve que nous pouvons aller de l'avant. Une nouvelle ère pour la gente féminine béninoise avec l'élection de Mariam Tchabi Talata Zimé au poste de vice-président. Les femmes béninoises peuvent désormais s'offrir le luxe de croire en la promotion du leadership féminin. Pour la première fois, une femme accède à ce poste-là. Ce n'est pas évident dans le contexte où nous nous retrouvons, où c'est souvent les hommes qui sont plus valorisés, mais cette fois-ci, il y a une femme qui pourra quand même être vice-présidente, donc c'est une très belle chose et moi j'apprécie. Pour moi, c'est un exemple vivant de l'égalité des sexes. Je dis égalité, mais je parle en égalité de complémentarité. De l'espoir pour la gente féminine, mais l'accession d'une femme à ce niveau de responsabilité sera-t-elle suffisante pour faire bouger les choses en faveur des femmes dans l'arène politique béninoise? Cela vient apporter un démenti, n'est-ce pas, à la façon dont certains ont pris l'habitude de sous-estimer la femme. À partir donc déjà de la formation du gouvernement, on peut s'attendre, n'est-ce pas, à un nombre un peu plus élevé de femmes. Elle peut créer un déclic chez des jeunes filles, chez des jeunes mamans, chez des jeunes dames, chez des jeunes politiciennes, qui peuvent commencer par se dire que le peuple béninois semble être plus accessible, plus prenable dans un modèle type. Donc, je veux être. Mais après, elle peut aussi porter une mouvance, elle peut porter une tradition, elle peut porter une génération. Donc, on peut se greffer à elle pour construire. Donc, elle peut jouer un effet d'entraînement. Impact social ou politique, une chose est sûre, l'élection de Mariam Tchabi Talata Zimé semble remettre en question toute mythe entourant le pouvoir, puisque désormais la notion rime avec le féminin. Entre obscurité et énergie vacillante, plusieurs localités du Nord Bénin sont désormais assurées d'avoir de l'énergie stable. Et c'est le ministre de l'Énergie lui-même qui est allé lancer à Natitengu les travaux de réhabilitation et de renforcement du réseau électrique existant. Herman Rodrigue Megan, Calvador, Awan. Un casque de chantier
pour un périple sur les routes de la densification du réseau électrique dans les départements de l'Atakura, de la Donga et du Borgou. Ce site accueille un projet de construction d'une centrale solaire financée par le Millennium Challenge Account. Les travaux vont bientôt prendre corps, mais avant, le réseau électrique est réhabilité pour satisfaire les attentes des populations de cette zone. Une anomalie enfin corrigée. Nous sommes aussi aujourd'hui pour réparer une injustice. Pendant des années, pour ne pas dire depuis toujours, jusqu'à il y a 2-3 ans, pour alimenter le nord du Bénin, cette énergie qui venait du Nigeria arrivait au poste de Sakété, passait à Cotonou en contournant même Porto Novo et se dirige vers Lomé, monter à Kara avant de pouvoir alimenter mes frères et sœurs du Septentrion. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Voici les héros du quotidien qui s'attellent à sortir les populations de l'obscurité. Ici, l'approche genre n'est pas un leurre. Les matériels entreposés dans ce magasin, et ils sont prêts à être déployés, non sans quelques perturbations. Jacques Paradis rassure. Afin de réaliser ces travaux, il sera nécessaire d'interrompre la fourniture d'énergie électrique au plus 8 heures par jour et 5 jours par semaine de façon très circonscrite. La clientèle sera informée jour après jour des zones impactées par les coupures et des dispositions seront prises pour sécuriser la desserte pour des clients sensibles ou des périodes précises déjà identifiées. L'énergie électrique à la conquête du Septentrion, donnant Jean-Claude Oussou prend les devants pour un Bénin entièrement éclairé. Au cœur de la ruche, après un détour sur les chantiers énergétiques du Nord, le ministre de l'Énergie s'est offert un détour au centre d'apiculture de Komiguia. C'est à Ndali, au cœur d'une opération d'extraction de miel, donnant Jean-Claude Oussou dans la peau d'un apiculteur. On le découvre ici sur les traces d'Herman Rodrigue Amégan et de Calvador Awanou. Dans les travées de cette forêt, un apprenti apiculteur tout particulier. Avec son enfumoir, il va à la récolte du miel. Et quand on met la fumée, qu'est-ce qui se passe? Toutes les abeilles vont rentrer dedans et vont commencer par consommer du miel. L'opération relève d'une délicatesse absolue, mais donnant Jean-Claude Oussou se débrouille comme un chef. Seulement 5 petites minutes de cours pratiques et le ministre de l'Énergie est déjà en passe d'être le major d'une promotion d'apiculteurs à l'occasion. Je me sens très bien. Je me sens très bien et heureux. Heureux d'avoir fait une activité différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Au royaume des abeilles, le préfet du Borgou a dû titiller un peu son courage. Djibril Cissé, pas vraiment à l'aise avec les lattes. Une peur bleue, même tapis derrière sa combinaison. J'avais peur au début, mais j'ai pu constater, grâce à la technique qui a été utilisée, qu'il y avait plus de peur que de mal. Et là, je dois dire que j'ai retrouvé mes esprits. Des esprits revenus bien en place et un préfet retrouvé, souris aux lèvres, pour une visite cette fois-ci à la miellerie. C'est ici que le miel est traité et empaqueté. Tout ceci grâce au projet Pana Énergie qui a permis à cette ferme apicole de bénéficier d'un financement. En fait, ce projet qui consiste à mettre en place des dispositions qui permettent d'atténuer les effets du changement climatique sur la nature, sur notre environnement. Pèlerinage au pays des abeilles, le ministre de l'Énergie ne dirait pas non à un billet retour. Mieux, il voit déjà bien loin. J'ai envie d'avoir mes propres ruches chez moi et j'ai déjà commencé à y travailler. Donnant Jean-Claude Oussou, nouvel apiculteur, il attend d'abord de fournir tout le Bénin en énergie dans un délai tout proche. Jean-Claude Oussou comme on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, 17 mai, marque la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Une de nos équipes s'est penchée sur ce mal pernicieux. Dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir le caractère, redécouvrir le caractère dangereux de cette maladie et surtout, les moyens de prévention. Un sujet signé Général Afouda, Monsi Agboka et Bruno Routepo. L'hypertension artérielle, ce tueur silencieux.
Un caractère qu'on lui attribue en raison des torts que cause sournoisement cette maladie. L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui se traduit par une augmentation anormale de la pression artérielle. La pression artérielle est la résultante physique de l'exercice du sang sur la paroi des vaisseaux sanguins. Le cœur produit du sang qui, à travers les vaisseaux sanguins, va irriguer les différents organes. Et donc, pour que ce sang circule dans les vaisseaux sanguins, il y a une pression minimale, une pression de base. Et donc, c'est quand cette pression dépasse les valeurs normales, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Quand la tension artérielle est supérieure à 14 pour la systolique et supérieure à 9 pour la diastolique, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Mal chronique, souvent source de complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle n'est toutefois pas une fatalité. Des habitudes d'hygiène pratiquées au quotidien peuvent permettre de prévenir son apparition. Déjà, nous devons avoir à l'esprit que nous devons faire beaucoup de sport, que nous devons marcher, nous devons manger beaucoup d'aliments moins riches en sel parce que trop de sel ne fait pas du bien à l'organisme. Nous devons manger des aliments riches en fibres et en légumes, éviter les matières grasses le plus possible et éviter vraiment les viandes très grasses. Beaucoup manger du poisson et boire beaucoup d'eau. Seulement une personne sur deux aurait connaissance de son statut d'hypertendu. Et parmi elles, seulement une sur deux bénéficierait des médicaments anti-hypertenseurs. Des chiffres qui montrent à quel point l'hypertension artérielle, son diagnostic et son traitement constituent un enjeu majeur pour la santé publique. Le concours de recrutement au profit du ministère de la Santé se poursuit ce dimanche. Les candidats aux postes administratifs et aux postes de soutien ont planché. Les ministres en charge de la fonction publique et de la santé ont procédé au lancement des épreuves à Saint-Rita. Voici le reportage de Robert Copin-Edor. Hier, nous avons commencé par le corps médical et paramédical. Aujourd'hui, c'est 5300 candidats qui vont composer pour le recrutement du personnel administratif et de soutien. Après le personnel médical et paramédical, c'est le tour des candidats inscrits pour le recrutement du personnel administratif et de soutien qui composent. 8 heures, la sirène du CEG Saint-Rita retentit. La ministre du Travail et de la Fonction publique et son collègue de la Santé ouvrent la première enveloppe, partagent les épreuves et lancent la composition. Ce personnel est indispensable parce que, au-delà de ce que le corps médical et paramédical fait, s'il n'y a pas un personnel qui s'occupe de la gestion courante au niveau des services hospitaliers et des centres de santé, il pourrait y avoir d'énormes problèmes. En dehors de ça, le personnel de soutien, notamment les logisticiens de santé, qui sont très importants pour la gestion des stocks et autres. Vous comprenez aisément que c'est des personnels qui sont indispensables pour assurer vraiment tout ce qu'il y a autour de la gestion des intrants nécessaires pour que le personnel paramédical et médical puisse offrir les soins. Ce sont les méritants qui seront déclarés admis à ce concours. Toutes les dispositions sont prises pour que le concours se révèle transparent aux yeux des uns et des autres. C'est important pour le gouvernement. Comme l'a dit le ministre, nous voulons du personnel de qualité pour notre administration. Le concours de recrutement d'agents au profit du secteur de la santé se déroule simultanément dans les départements du littoral, de l'Ouémé, du Mono, du Zou, de la Takora et du Borgou. EDD, on va s'habituer à ce nouveau concept. EDD, éducation au développement durable, ou comment faciliter la compréhension globale des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des objectifs du développement durable. Le système des Nations Unies a décidé de mettre l'éducation au cœur des ODD pour en favoriser l'appropriation par tous les citoyens de la Terre. Blaise Adankpo et Bruno Koutekpo ont interrogé Jules Madjro, président du cabinet Essiel, habilité à en faire la pédagogie. Le DD, c'est une autre façon de mise en œuvre des ODD pour l'atteinte des objectifs avec l'harmonisation avec la nature et puis le savoir au service de l'éducation afin de rendre durable ce que nous faisons aujourd'hui pour le développement durable. EDD, éducation au développement durable, c'est la recherche de valeurs à mettre à disposition du système éducatif du monde entier dans l'intention de créer ECM, éducation
à la citoyenneté mondiale. Nous sommes passés de OMD à ODD. Aujourd'hui, nous abordons les EDD parce que le constat est tel que l'arrivée du coronavirus a montré les limites de pensée humaine et il faut se connecter au savoir, il faut se connecter à un être plus éclairé pour pouvoir donner des orientations, d'où l'implication de l'éducation qui n'est rien d'autre que l'initiation au niveau des religions, la famille, l'enseignement, la rue. Le lancement officiel était prévu pour se tenir en Allemagne de 2 au 4 juin 2020 à travers appel à proposition. Il a été décidé que le lancement soit en ligne de manière virtuelle, d'où nous, étant au pays, nous avons reçu l'ordre d'organiser ça d'ici, depuis le Bénin, et permettre au monde entier de suivre à travers un lien Zoom. Donc le lancement est officiel et en ligne virtuelle pour les 193 nations dont le Bénin est invité, le Bénin participe. Attention, plus d'occupation sauvage ni d'activité illégale sur nos cours d'eau. Une brigade va désormais y veiller. On va à Ouida ainsi pour découvrir la première promotion de la brigade de surveillance des plans d'eau. Elle a fait sa sortie officielle vendredi dernier à l'École nationale des sous-officiers. Génial Afouda Monsi Abouka et Berot Djogbeyi étaient. L'histoire retiendra qu'ils sont la toute première brigade de surveillance des plans d'eau au Bénin. Une nouvelle catégorie d'agents contractuels de l'État recrutés et formés pour, entre autres, veiller à la préservation de la ressource halieutique. La surveillance permanente est l'une des meilleures stratégies de discussion et de dissuasion du comportement illégal des hommes pour réussir des réformes et aboutir aux changements souhaités dans certaines situations. C'est dans le but de pérenniser les actions des opérations d'assainissement que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a autorisé lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020 le recrutement, la formation et l'équipement d'une brigade de surveillance des plans d'eau. Outre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la formation des agents de la brigade a aussi connu l'implication du ministère de la Défense nationale. Le concret de la formation qui aura marqué le séjour des brigadiers à l'École nationale des sous-officiers s'articule essentiellement autour des rudiments des connaissances militaires de base. C'est donc à une formation commune de base adaptée à leur profil qu'ils ont été soumis. La brigade de surveillance des plans d'eau est composée de 55 agents, dont 2 inspecteurs de développement rural, 11 contrôleurs de développement rural et 42 ouvriers spécialisés des services généraux de l'administration. Allez, on parle sport avec le 16e tour cycliste international qui a effectivement démarré ce lundi 17 mai. La première étape Djougou Boukoumbe a été remportée par le Burkinabé Domon Paul en 3h18 minutes 09 secondes. Une course dominée par la sélection des étalons. Reportage François Insou, Hospice Méthode. Annoncé comme le favori absolu de cette 16e édition du Tour cycliste international du Bénin, le Burkina répond présent sur la première étape, Djougou Boukoumbe. 6 étalons occupent les 6 premières places du classement. Paul Domon arrache le premier maillot jaune de l'édition 2021 pour sa première participation. Les équipes qui sont là ont fait preuve d'une grande dextérité. C'est vrai qu'on a dû puiser au plus profond de nous pour faire la différence. Ça n'a pas toujours été facile. On note que les équipes ont un taux de participation vraiment élevé dans la course. L'échappée du kilomètre 86 a été fatale au capitaine béninois et ses coéquipiers. Les Burkinabés ont un niveau très haut, plus que le Bénin, je le sais, mais ce n'est pas normal quand même que les Burkinabés quittent le peloton et que les Béninois ne réagissent pas à la première seconde. Vraiment, là, je suis déçu pour le comportement. Il n'y avait pas la rage. Le premier béninois, Bachiki Idrissou, occupe la 7e place et est le premier non-burkinabé du classement devant l'ivoirien Sanogo Abou. Le Bénin a essayé de les contrôler jusqu'à 90 km lorsque le burkinabé
Paul Dumois a dû partir, mais il y avait un Bénin avec lui. Compte tenu de sa puissance, il a pu laisser le Béninois. Mais on a la foi que ça ira. Maillot jaune de cette première étape de 123 km, Domon remporte le maillot de la victoire au point, tandis que son compatriote Ibouldo remporte le maillot du sprint intermédiaire. Eh bien, c'est avec cette magnifique chevauchée cycliste à travers les beaux paysages touristiques du Nord que nous refermons cette livraison de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles de ce journal. Bonsoir chez vous.